Bonjour à tous et bienvenue dans cette conférence ou masterclass sur l'astrologie indienne. Aujourd'hui, je vous propose de faire un petit focus sur le chemin de vie, comprendre son chemin de vie à travers l'astrologie indienne. D'abord, je vais me présenter. Je suis Christelle Benoni, praticienne en sciences védiques. Alors, qu'est-ce que c'est que les sciences védiques? Les sciences védiques, c'est ce qui donc regroupe les pratiques qui viennent de l'Inde, donc la médecine traditionnelle indienne que l'on appelle Ayurveda, l'astrologie indienne que l'on appelle Jyotish ou astrologie sidérale, astrologie védique aussi, et je pratique également des soins énergétiques. Vous pouvez bien sûr me contacter pour des séances individuelles, des entretiens personnalisés en Ayurveda, où on voit ensemble l'alimentation, l'hygiène de vie avec des conseils personnalisés. Donc ça, c'est accessible en visio ou en présentiel dans mon cabinet à la Forêt-Frédin. Je pratique également des massages de l'Inde, des massages ayurvédiques. Je suis également formatrice sur ces différents massages. Je pratique des soins énergétiques en présentiel à distance et des guidances en astrologie indienne en présentiel et à distance. Je suis animatrice d'ateliers, de formations et de conférences comme celle-ci. Vous pouvez me retrouver sur mon site internet ojasbienêtre.fr et également sur certains réseaux sociaux. Les présentations étant faites, je vous propose de rentrer dans le vif du sujet. Tout d'abord, l'astrologie indienne ou astrologie védique qui s'appelle le Jyotish. Qu'est-ce que c'est? Le Jyotish, déjà, c'est pas un terme français, on voit bien que c'est un terme sanskrit. Jyoti signifie la lumière. Donc, le Jyotish, c'est la science de la lumière. C'est cette science qui va venir éclairer certaines parties du chemin pour donner des clés de compréhension sur nos forces, nos faiblesses et nous aider à progresser dans notre chemin de vie. Le Jyotish est l'astrologie donc indienne qui va donner une lecture des énergies pour mieux avancer sur son chemin personnel, comprendre le monde dans lequel on vit, notre environnement, ce que l'on traverse, les périodes parfois compliquées de la vie, d'apporter donc des éclaircissements là-dessus, de comprendre les autres, donc d'avoir des éclaircissements au niveau relationnel, de comprendre l'environnement professionnel, familial. Donc on voit vraiment que c'est une lecture personnelle qui permet de couvrir tous les domaines de la vie. On peut quasiment tout voir à travers un thème natal en Inde. Aujourd'hui, je vous propose de rester focus sur une notion clé de l'astrologie indienne, qui est le chemin de vie. Alors, pour les connaisseurs, il faut savoir que vraiment, je vais présenter les choses de manière simple pour que ça soit accessible à tous et donc je ne vais pas rentrer dans une expertise trop approfondie. Et avant de poursuivre, il me semble important de rappeler quelques postulats de base pour comprendre l'astrologie en Inde. Déjà en Inde, nous avons un corps physique composé de chair, de sang, de cellules. Mais on a également des corps qui sont dits subtils, c'est-à-dire que ce sont des corps que l'on ne voit pas, qu'on ne peut pas toucher, mais qui sont bien présents et qu'on peut même ressentir vibratoirement. Ce sont donc les corps énergétiques, le corps mental, le corps astral, il y en a plusieurs. L'autre postulat de base en Inde, eh bien, il y a ce fameux corps physique, les corps subtils, mais on a aussi d'autres éléments qui nous composent, notamment une âme qui est dite immortelle. C'est-à-dire qu'elle ne va pas s'arrêter seulement à l'espace de notre vie actuelle. Cette âme, elle va continuer à évoluer sur plusieurs vies. Elle vient s'incarner à travers un corps physique pour expérimenter, apprendre et évoluer. Ce qui est limité dans le temps et dans l'espace, c'est le corps physique, les autres corps étant du coup plutôt mobiles en fait. La vie est une grande opportunité d'évolution. Et autre chose aussi de très important en astrologie indienne, c'est que rien n'est figé. Tout est possible. C'est pas parce qu'on va sortir une carte du ciel et qu'on va vous montrer des interactions avec des planètes et vous dire que voilà, il y a telle ou telle énergie qui influence tel ou tel aspect de votre vie, que ça veut dire qu'on ne peut pas se dépatouiller de ça. Au contraire, on est toujours maître de sa destinée, on est toujours
on conserve toujours la liberté de choisir le chemin que l'on souhaite. Et l'astrologie indienne, elle va simplement donner des clés de compréhension et aussi des conseils personnalisés pour sortir de certains blocages et aller cheminer avec beaucoup plus de fluidité et de facilité. Quelles sont les caractéristiques de l'astrologie indienne? Donc, quand on parle de l'astrologie indienne, on fait référence à une astrologie karmique de base. Donc, le thème natal, c'est-à-dire la carte du ciel que l'on va sortir au moment de votre naissance, s'apprécie au regard de la continuité des vies antérieures ou des vies parallèles ou des vies simultanées. Peu importe le terme que l'on met, utilisez ce qui vous parle. En astrologie indienne, on part du principe qu'on n'a pas qu'une seule vie et qu'on a donc déjà expérimenté des choses ailleurs et que ce bagage-là, eh bien, il nous accompagne également dans cette vie-là. C'est une astrologie qui est planétaire, donc on va surtout s'intéresser à l'étude des planètes. C'est une astrologie qui est basée sur l'ascendant. Donc pour nous, l'ascendant, ça va être quelque chose qui va être assez important. C'est un élément prédominant du thème. C'est une astrologie aussi qui va être basée sur la Lune. Donc c'est vrai qu'on a l'habitude d'entendre beaucoup parler du soleil ou du signe solaire, du signe astrologique ou signe du zodiaque souvent, de quel signe tu es. Et ça signifie qu'on s'intéresse à la position du soleil dans une constellation au moment de notre naissance. Par exemple, moi je suis née en juin. Et donc mon soleil était dans la constellation des Gémeaux à ce moment-là. Mais on va aussi s'intéresser à la Lune. La Lune, elle est positionnée où et à quoi elle sert? En fait, la Lune en astrologie indienne, elle représente le psychisme, la psyché. Elle est reliée aux émotions, elle est reliée au mental également. Et on sait que ce qui nous travaille beaucoup dans nos époques actuelles, c'est le rapport aux émotions, le rapport, la gestion des émotions, le rapport du psychisme, la santé mentale, entre guillemets, entre grands guillemets. Et donc, la Lune va être quelque chose d'assez intéressant et d'assez important à analyser pour aller avoir des éléments d'éclaircissement dans ces domaines. C'est une astrologie qui va également prendre en compte la précession des équinoxes. Alors, qu'est-ce que c'est la précession des équinoxes? En fait, c'est le fait de prendre en compte que l'on est dans un système solaire qui est en mouvement, donc il y a des rotations, et ces rotations n'ont pas forcément été reprises par l'astrologie actuelle en Occident, l'astrologie classique tropicale que l'on connaît. Mais ça a été repris en astrologie védique ou sidérale. Donc ça, c'est la grande différence entre l'astrologie classique que l'on connaît pratiquée en France et qui a donc des origines mésopotamiennes, qui viennent également des connaissances et des savoirs d'Égypte et de Grèce. Cette astrologie, à la base, elle était assez similaire à l'astrologie védique, puisque les coordonnées correspondaient déjà à ce qui se passe réellement dans le ciel et au mouvement aussi des rotations des planètes, la planète Terre notamment. Et au fur et à mesure, en fait, cette astrologie s'est transformée plutôt comme une science mathématique, tandis que l'astrologie indienne a continué en fait à prendre en compte ces différents mouvements et à prendre en compte les différents écarts qui sont induits par ces mouvements planétaires. Qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie que s'il y a des écarts, eh bien, il y a des informations qui peuvent ne pas correspondre. Par exemple, si vous faites votre thème en astrologie tropicale, l'astrologie que l'on pratique en France, il se peut que votre signe solaire, c'est-à-dire la position du soleil ou que l'ascendant soit différent par rapport à l'astrologie indienne. En général, quand il y a une différence, c'est qu'on recule d'un signe. Je reprends mon exemple. Mon soleil il est placé en Gémeaux, donc dans le langage courant, je dis que mon signe astrologique ou mon signe du zodiaque est le Gémeaux. Eh bien, en faisant des calculs avec l'astrologie indienne, il est probable que mon soleil soit
pas placé en fait dans la constellation des Gémeaux, mais que le Soleil se retrouve dans la constellation précédente, c'est-à-dire Taureau. Idem, l'ascendant, si j'étais ascendant Taureau, en astrologie tropicale, il se peut, c'est pas toujours obligatoire, mais il se peut qu'il y ait un décalage et que mon ascendant se retrouve dans le signe des béliers, du bélier. L'écart est de 24 degrés. Donc, en fonction de l'heure de naissance, parfois il n'y a aucune incidence et on retrouve exactement les mêmes données entre astrologie tropicale et astrologie indienne. Et pour vous dire vraiment les choses à mon sujet, je ne cache rien, eh bien moi il n'y a pas de différence. C'est-à-dire qu'en prenant les calculs de l'astrologie tropicale et de l'astrologie indienne, je retombe toujours sur la même position du soleil en Gémeaux et le même ascendant. Moi je suis Gémeaux, ascendant Gémeaux. Effet qui se coule du Gémeaux. Alors, c'est une astrologie qui va également prendre en compte tout un système d'étoiles que l'on appelle les nakshatras. Donc, je crois que ça, ces aspects-là, par contre, on ne les retrouve pas nécessairement en astrologie classique tropicale. L'astrologie indienne va également prendre en compte les 12 constellations. Donc, j'en ai un petit peu parlé, Bélier, Taureau, Gémeaux, Lion, etc. Donc, ce sont les mêmes constellations jusqu'au Poisson et dans le même ordre. Hein. Donc, il n'y a pas de changement. On prend en compte également 12 maisons. La première maison étant la maison de la santé, de la longévité. Donc pour nous, c'est la maison la plus importante et c'est la maison sur laquelle se trouve l'ascendant. Donc première analyse qui est faite lorsqu'on fait une guidance d'astrologie indienne, on étudie nécessairement la position de l'ascendant et donc on analyse la maison 1. Autre maison importante, enfin toutes les maisons ont leur importance, hein. Elles sont liées à des grands domaines de vie. Par exemple, la maison 5 sera en rapport avec la créativité, la maison 4 va parler du foyer, de la famille, la maison 6 va parler des petits déséquilibres de santé sur le court terme, la maison 7 va parler du couple et des partenaires de vie, partenaires professionnels dans un sens beaucoup plus large. La maison 8 va parler des maladies sérieuses, des maladies chroniques, des choses qui sont de longue durée et qui peuvent être potentiellement dangereuses aussi. La maison 10, par exemple, c'est le lien avec la vie professionnelle. La maison 11, c'est plutôt le lien avec les relations, avec les réseaux, les amis et autres. Donc voilà, en fait, il y a des domaines de vie rattachés à chacune des maisons. L'astrologie indienne est basée sur les 7 planètes principales. Ce sont les 7 planètes que l'on connaît depuis la nuit des temps, c'est-à-dire depuis la naissance du zodiaque ou de l'astrologie en tant que telle. Donc, on va par exemple retrouver la Lune, Mars. Donc, la Lune, c'est pas une planète en tant que telle, mais dans la science astrologique, dans la cosmologie, on considère que la Lune est une planète. Elle est étudiée en tant que telle. En tout cas, qu'elle a une influence qui est du même acabit en fait qu'une planète. Donc la Lune, Mars, Mercure, Jupiter, Vénus, Saturne, le Soleil. Voilà, ce sont les principales planètes. On ne prend donc pas en compte les planètes qui ont été découvertes plus récemment, même si maintenant ça commence à dater, hein, elles sont plus si récentes que ça, mais à l'échelle du temps, de la création et de la découverte du zodiaque, ces planètes elles sont beaucoup plus récentes. Donc en fait, on ne va pas retrouver Pluton, Neptune, Uranus ou Chiron ou d'autres choses de ce genre. En fait. On retrouve cependant des nœuds lunaires, nœud nord, nœud sud. Alors je crois dans les différentes astrologies, on a les mêmes données. Le nœud nord en Inde, ça s'appelle Rahu, et le nœud sud s'appelle Ketu. Je vais expliquer aussi plus en détail cette partie-là. Donc, les 7 planètes et les 2 nœuds nord forment 9 parties de nous-mêmes. C'est le jeu des énergies dans la vie. C'est le jeu que propose en fait l'âme dans cette incarnation.
Le chemin de vie. Le chemin de vie implique une idée d'évolution, de progression, une montée en compétences. Donc il n'y a rien qui est figé. C'est pas parce qu'on a un chemin de vie ou une forme de destinée que ça veut dire qu'il faut absolument aller par là, sinon voilà, j'ai pas de liberté. Au contraire, en fait, un chemin de vie, c'est un chemin qui est un chemin de liberté de l'être. Le chemin offre un schéma d'épanouissement et d'accomplissement du soi. On a tous un déroulé de vie personnel et on participe tous à un déroulé de vie collectif. Et même s'il y a des ressemblances, des dates communes, des étapes de vie qui se répètent, aucune vie n'est la copie d'une autre. Et ça, y compris dans les fratries, où on a des jumeaux ou des grossesses multiples, même avec une même date de naissance, l'heure de naissance n'étant pas la même, il y a un parcours de vie qui est proposé qui sera nécessairement différent. Donc le thème natal, c'est un peu comme une feuille de route de ce que l'âme propose d'expérimenter. Mais ça reste une proposition et ensuite chacun après pourra faire usage de son libre arbitre pour opérer des choix et prendre des décisions. Qu'est-ce que je suis venue vivre? C'est la grande question fondamentale que l'on peut se poser dans cette vie actuelle. C'est ce qui nous anime, c'est voilà, donner du sens à notre vie. Le chemin, pour moi, je le conçois comme une notion de parcours. C'est-à-dire que pour moi, il n'y a pas nécessairement une mission de vie. On a un chemin et ce chemin, il peut prendre la forme de plusieurs missions ou même parfois d'une grande mission que l'on va garder toute une vie. Ça, c'était vraiment les paradigmes des années précédentes. Avant, voilà, on avait des parents, des tantes, des arrière-grands-parents qui pouvaient rester toute une vie dans un même métier. On avait vraiment aussi des métiers, des missions de vocation. Dans le milieu médical, quand on devient chirurgien, quand on devient médecin, c'est souvent une vocation. Quand on s'oriente vers l'enseignement, on fait carrière dans l'enseignement, on y passe l'intégralité de sa vie. Quand on fait une carrière militaire aussi, c'est un peu aussi une vocation. On se sent animé par un désir profond de service, en fait. Voilà. Aujourd'hui, il n'y a plus forcément cette notion de grande mission, même si on garde aussi des vocations, mais la vocation, elle prend plutôt un chemin. Par exemple, là aujourd'hui, mon chemin me conduit à être praticienne en Ayurveda et à proposer des guidances en astrologie indienne. Il se peut toujours dans la continuité de mon chemin que demain, que je ne fasse plus de séances individuelles, que je ne fasse que des séances collectives ou que je me mette à faire que des conférences, que je me mette à écrire des livres ou que je ne fasse que des formations. Mais toujours dans le même domaine, en fait, en quelque sorte. Donc, toujours dans le domaine des énergies, de la médecine naturelle. Voilà, mon chemin, il est jalonné là-dessus. Et ensuite, la forme que peut prendre mes différentes missions, ça, c'est laissé à mon appréciation personnelle, même si on prend jamais les décisions seul et qu'au contraire, lorsqu'on est vraiment en reliance avec soi-même et avec une part de soi qui est haute en vibration, on est accompagné et dignement accompagné sur ce chemin. Donc, le chemin n'a rien d'exceptionnel, rien d'hollywoodien. En fait, hein. Donc voilà, on peut mettre de côté l'image du super-héros, chemin de vie ou mission de vie, forcément c'est quelque chose qui sort de l'ordinaire. Non, en fait, hein, on peut faire des choses très simples dans sa vie et pour autant être vraiment dans son chemin et dans l'alignement en fait avec le grand soi, avec son moi supérieur par exemple. Le chemin est quoi qu'il en soit unique et spécifique. Il y a des singularités, même si il y a une grande unité vibratoire autour de l'humanité, il y a quand même chacun en fait a sa spécificité, sa personnalité, sa singularité. Il y a une couleur et une saveur qui est propre à chacun. On dispose tous de qualités pour réaliser ces missions et arpenter le chemin unique qui nous correspond. Si le chemin a été présenté, c'est qu'on a la capacité d'y aller et qu'on a en fait à l'intérieur de soi la confiance, l'estime nécessaire et la force intérieure pour y aller. Mais par contre, il se peut que ces éléments aient besoin d'être réactivés et qu'on a besoin de se remémorer qui on est, quels sont nos potentiels
et qu'est-ce qui est possible pour nous. Et c'est pour ça, en fait, que le Jyotish est là pour éclairer. Éclairer. Les qualités sont traduites en astrologie par des énergies planétaires et stellaires. Donc, on prend également en compte les étoiles. Et c'est une aide pour trouver une orientation dans notre existence lorsque on se sent perdu. C'est une discipline qui va être intéressante lorsque on est en perte de sens, qu'on sent qu'on est intéressé par plein de choses, qu'on a l'impression qu'on s'éparpille et qu'on ne sait plus où on va et que le chemin n'est pas très fluide, qu'il y a des blocages, il y a des choses qui marchent, il y a des choses qui ne fonctionnent pas au niveau professionnel, mais au niveau de sa vie, au niveau de la santé, dans tous les domaines de la vie. Le chemin en fait de vie, c'est pas qu'un aspect professionnel en fait, hein, c'est l'émanation. Et l'émanation, elle se fait dans tous les domaines de la vie en fait. C'est qui on est partout, partout. Le chemin de vie est très en lien avec ce qu'on appelle l'axe karmique. Et c'est là que je vais revenir sur les notions de nœud nord et de nœud sud. On a tous un axe karmique. L'axe karmique, c'est l'axe de transformation. Comme je vous disais, en Inde, le postulat de base, c'est qu'on a eu des vies précédentes, antérieures, simultanées, bref, il y a d'autres vies, d'autres choses qui ont été, d'autres bagages. Et une partie, en fait, de ce qui a été développé dans les vies antérieures, dans les vies précédentes, dans les vies passées, va venir nous aider, en général, dans la première partie de vie, donc avant 40 ans. Je ne sais pas si vous avez en tête des choses dans votre propre parcours de vie que vous faites naturellement, assez facilement, mais ça peut être du coup des choses qui ont été héritées. Vous êtes venu avec ce bagage-là, avec ces acquis, et vous avez des facilités dans ces domaines-là. Parfois, quand on voit des tout jeunes qui maîtrisent déjà parfaitement un instrument de musique et qui ont quasiment jamais pris de cours ou qui savent parfaitement chanter, en fait, tenir des notes et avoir une justesse vocale alors que c'est des petits bouts de 4-5 ans, voilà, il y a des enfants qui arrivent, ce sont des cracks en informatique, tout ça, ce sont des savoirs, des connaissances qui peuvent potentiellement venir d'ailleurs, puisqu'elles n'ont pas été travaillées dans cette vie-là et elles ne sont pas nécessairement amenées par les parents. Il y a des parents qui n'ont pas les mêmes potentiels que les enfants. Ça, tout cela, ça correspond à ce qu'on appelle le nœud nord ou Ketu. Donc, encore une fois, pour les puristes, les traditionalistes, ceux qui connaissent un petit peu l'Inde, et les textes traditionnels, je fais vraiment très très simple. Donc il y a des notions que je ne vais pas aborder pour ne pas perdre l'audience et rester vraiment sur des choses très accessibles. C'est aussi une particularité en fait de ma transmission, c'est vraiment de transmettre avec un langage commun, accessible à tous. Donc, Ketu, ce sont les acquis des vies précédentes. Évidemment, on va donc utiliser ce socle-là pour se projeter vers quelque chose d'autre. C'est tout l'intérêt d'une progression, d'une évolution. C'est qu'on on est appelé à apprendre de nouvelles choses. On vient développer quelque chose dont on a fait l'impasse, ou en tout cas qu'on n'a pas forcément activé dans les vies passées. Et ça nous met au défi, parce que ça nous sort de notre zone de confort. C'est pas quelque chose qui va être facile à mettre en œuvre. Ça va nous demander un effort, un investissement. Et ça correspond au nœud nord ou à Rahu, ce que je viens apprendre. Donc quand je vois par exemple des personnes qui ont un Rahu dans le signe des Gémeaux, le signe des Gémeaux qui est en lien avec la planète Mercure, donc c'est un signe qui est très connecté à l'intellect, à la communication, expression écrite, orale, et que la personne me dit « Ouh là là, moi je suis justement pas à l'aise à l'oral, j'aime pas prendre la parole », et bien je lui dis « Ben voilà, c'est le chemin de vie et la proposition de défi, la proposition du nœud nord, c'est pas nécessairement ce qui vous met à l'aise, c'est bien le contraire en fait. C'est ce qui va venir vous challenger. Et si on vous propose ça, c'est qu'en réalité, vous avez le potentiel en fait. Sauf qu'il est peut-être endormi, sauf que vous n'avez pas confiance en vous et qu'il y a besoin de réactiver les choses pour que, waouh, du jour au lendemain, passage à l'action,
Et je me rends compte que, ok, j'ai eu peur, j'ai tremblé, mais j'ai fait cette conférence, j'ai pris la parole, j'ai présenté ce sujet ou j'ai écrit un texte, j'ai écrit un livre. Et une fois en fait qu'on est dedans et qu'on commence à marcher le chemin, on se rend réellement compte à quel point ça nous porte, ça nous transporte et que ça vient nourrir un élan de vie. Et c'est là qu'on sait, qu'on sent que on touche vraiment à quelque chose qui est aligné, quoi. Donc, comprendre son axe karmique permet de se protéger énergétiquement. Ça permet également de protéger sa santé mentale, c'est-à-dire d'arrêter de tourner en boucle aussi dans des schémas répétitifs, de sortir dans des blocages, de choses qui sont sclérosées. Et ça permet du coup, d'aller vers cet élan de vie, de redonner du sens à sa vie et de poser des actions concrètes pour aller vers cette évolution. La question qu'on peut se poser, c'est au final, au regard de tout ça, est-ce que je suis éloignée de mon chemin de vie? Donc je vous donne quelques petites informations qui pourront peut-être vous parler ou pas, pour savoir où vous en êtes sur ce chemin de vie. Est-ce que vous avez une petite voix intérieure qui n'est pas écoutée et parfois vous vous sentez frustré parce que voilà, vous faites un choix et vous savez que c'est pas tout à fait juste ou ok, mais vous le faites parce que par devoir, par sécurité, par voilà. Il y a toujours des explications, mais ce ne sont pas des explications qui viennent d'un espace de sérénité. On peut ressentir peu de joie au travail ou dans la famille, par exemple. On est entouré de personnes, mais on sent qu'il y a une sorte de mal-être où il n'y a pas un épanouissement en fait qui est réellement présent. On peut être aussi dans des vies qui sont un peu stagnantes, c'est-à-dire qu'on n'apprend pas beaucoup de choses dans son quotidien. Ça fait des années qu'on fait un peu toujours les mêmes choses. Voilà, en dehors du cursus classique de l'école ou peut-être de quelques formations supérieures, d'enseignement supérieur, une fois qu'on est rentré dans un job, eh bien, on fait un peu toujours les mêmes choses. Là, ça peut aussi être un témoin marquant d'un éloignement du chemin de vie. Parce que le chemin de vie, c'est un chemin de progression, d'évolution. C'est un chemin qui implique du changement. On peut avoir le sentiment de ne pas se sentir à sa place. On peut aussi ne pas avoir le sens de son activité actuelle, c'est-à-dire qu'on fait des choses. Et je vais prendre mon exemple. Moi, j'ai travaillé longtemps dans la fonction publique et j'étais heureuse parce que voilà, ma vocation, c'est de me mettre au service des autres. Et donc, la fonction publique, c'était une façon aussi de servir les citoyens, la population. Et à un moment donné, en fait, il y avait comme une dissonance entre ce qu'on me demandait de faire et le fait que ça n'avait pas réellement de sens, en fait. Ma vocation de servir les autres, elle était très, très éloignée, en fait, de mon quotidien. On peut avoir aussi le sentiment de ne pas se sentir à sa place. On peut rencontrer des blocages aussi. On voit que c'est pas très fluide et qu'à chaque fois, il y a des choses qui viennent à remettre en cause ce qui est fait ou l'endroit où on se trouve ou qui vient poser des questions. On peut avoir aussi cette sensation de tourner en rond, d'être un peu coincé comme dans une boucle, un peu comme le jour sans fin. Les jours passent, les mois passent, les années se suivent et ça se ressemble en fait. On peut aussi être dans des situations répétitives, des schémas répétitifs. Parfois, c'est avec les mêmes personnes, dans les mêmes lieux, les mêmes circonstances, et parfois les lieux sont différents, les personnes sont différentes. On remarque souvent ces schémas-là dans nos relations amoureuses. Quand on a l'impression de tomber toujours sur le même profil de personnes avec des histoires qui se finissent toujours de la même façon, là, on est un peu sur quelque chose de répétitif. On peut avoir un sentiment de mal-être incompréhensible, c'est-à-dire que sur le papier, on peut avoir le sentiment de cocher toutes les cases, un super job fixe avec un salaire intéressant qui tombe tous les mois, une famille, des enfants, une maison, des animaux de compagnie, voilà, des voitures, des biens matériels. Sauf que c'est pas ça le bonheur en fait. Et on se rend compte qu'on se sent quand même mal malgré tout ça.
Et puis le corps physique, le mental, l'émotionnel, tout ça aussi peut être impacté lorsqu'on est souvent dans de l'instabilité émotionnelle, lorsqu'on a des douleurs physiques qui peuvent aller jusqu'à des maladies. Des maladies simples, hein, ça peut être juste une douleur, une sciatique ou quelque chose qui peut être réglé, à des maladies plus importantes, chroniques, voire vraiment des choses qui sont dégénératives, des maladies dégénératives pour le corps, pour le système nerveux et aussi des états aussi de dépression aussi sont souvent en lien avec la perte de sens. Je vais vous donner quelques exemples d'actes karmiques. Je ne les ai pas tous faits, mais ça vous donne un peu une idée. Lorsque on vient de la balance, c'est-à-dire qu'on a un Ketu, un nœud sud en balance et qu'on se dirige vers le bélier, le Rahu en bélier, le nœud nord en bélier. Ça signifie que la personne a maîtrisé l'harmonie avec les autres, qu'elle a développé une hypersensibilité et que là, elle vient maîtriser la capacité à suivre ses propres objectifs. Parce qu'on sait que justement, le bélier, c'est un peu le fonceur, il est dans l'action. Donc en fait, on va utiliser cette hypersensibilité pour en faire une force et passer à l'action en fait. Lorsqu'on vient du scorpion, donc on a des acquis du scorpion dans les vies antérieures ou dans les vies précédentes et qu'on vient, on se dirige vers le taureau. Ça signifie que la personne a maîtrisé l'énergie et qu'elle vient reconnecter avec le plaisir et la sensualité, donc avec le corps en fait, et notamment à travers l'activation de la Kundalini. Et puisqu'on se dit tout, mon axe karmique c'est celui-ci, c'est-à-dire que je viens du scorpion avec des acquis en fait du scorpion et je viens travailler le taureau. Lorsqu'on vient du sagittaire et on se dirige vers le gémeaux, ça signifie qu'on a développé sa spiritualité et qu'on vient l'exprimer par la parole, par l'écriture. Donc ça, c'était le cas que je vous avais donné lorsque voilà, la personne elle a un nœud nord en gémeaux. Elle sait que l'expression, c'est quelque chose qui doit faire partie de sa vie, alors que le sagittaire, c'est pas nécessairement son mode de fonctionnement classique, en fait. Ça va le sortir de sa zone de confort. Lorsqu'on vient du Capricorne et qu'on se dirige vers le Cancer, les énergies du Cancer, c'est que la personne a maîtrisé le sens des responsabilités et qu'elle vient apprendre l'équilibre et le bien-être émotionnel. On est beaucoup sur les émotions hein, avec le Cancer, hein. Sur la famille aussi. Quand on vient du Verseau et qu'on se dirige vers l'énergie du Lion, ça signifie que l'on a maîtrisé le sens du service. Donc on s'est déjà mis au service voilà, d'une communauté ou d'un collectif et on vient obtenir la reconnaissance et la légitimité. Donc le Verseau, c'est une mise en service mais qui est peut-être resté dans l'ombre en fait. On est peut-être resté un peu caché quoi. C'est un peu le Robin des Bois, on se montre pas mais on se met au service de la veuve et de l'orphelin. Et là, avec le lion, bah non, non, en fait, il faut assumer, il faut être présent et on se met en lumière. Et donc, on se met au service, mais en étant sur le devant de la scène. Et avec donc l'énergie du poisson en acquis, et on se propose en fait de se diriger vers l'énergie de la Vierge, ça veut dire que la personne, elle a développé l'intuition, l'empathie et qu'elle vient en fait mettre en place des actions concrètes, usuelles, dans un langage logique. C'est-à-dire que le poisson, c'est un signe qui est très très spirituel, hein, qui aime la connexion au cosmos, donc voilà, qui est un petit peu voilà, des énergies très éthérées. Dans le langage courant, on dit souvent, oh, c'est très connecté, c'est même un peu perché. Avec la Vierge qui est dans la structure, l'organisation et la logique, c'est ok, c'est des énergies certes d'union et de magnificence, mais ça doit être pragmatique, logique, quoi. C'est concret. Voilà quelques exemples. Je vous ai mis également l'image d'un thème natal, ben, c'est le mien. Donc voilà, ça se présente de cette façon avec un carré. RA, c'est Raoult. KE, c'est Ketu. Donc c'est ça, ce fameux axe karmique. Si on trace une droite, on voit un peu que, la direction. Et ensuite, on a en fait des planètes.
Donc, en astrologie védique, dans le thème natal tel qu'il se propose, là c'est une version de l'astrologie védique, hein, du thème natal. Il y a plusieurs versions. Il y a le thème de l'Inde du Nord, le thème de l'Inde du Sud. Là, je vous propose juste une version, donc on ne va pas rentrer dans les détails non plus pour ne pas se perdre. Donc, quelles que soient les versions, l'astrologie indienne, c'est toujours une maison pilotée par une constellation. La constellation, elle nous renvoie à une planète et on considère en fait que la planète, elle gère la maison. Par exemple, la maison 1, elle est rattachée aux Gémeaux, la constellation des Gémeaux. Le Gémeaux est en lien avec la planète Mercure. Et donc, pour moi, ma maison 1 est gérée par la planète Mercure. Et au-delà donc des planètes qui gèrent certaines maisons, on a également des planètes qui sont locataires, c'est-à-dire qui vont être positionnées. Donc, si mon Mercure gère ma maison 1 et aussi une autre maison, la planète Mercure, elle est placée en maison 12. Donc voilà, et lorsqu'on fait une guidance en astrologie védique, je vous explique un petit peu tout ça, quelles sont les tendances de votre thème natal et qu'est-ce que ça signifie, évidemment. L'astrologie indienne est une astrologie au service du dharma. Pour simplifier, je traduis dharma par chemin de vie. Mais en réalité, c'est plus complexe que ça. Le dharma, c'est aussi marcher un chemin, mais dans le respect aussi des lois et de ce qui peut être proposé. Donc, respect des lois et respect de ce qui peut être proposé par notre environnement. Par exemple, exemple de lois fondamentales, des lois un peu spirituelles, la non-violence, euh, voilà, ça c'est le genre de loi en fait qui demande le respect. Donc marcher un dharma, c'est aussi ça en fait. C'est respecter quand même des grands principes d'équité, de justesse. À travers une guidance d'astrologie védique, on peut se connecter aux raisons qui ont motivé cette vie. Ça permet de répondre à la grande question, qu'est-ce que je viens vivre? L'important dans cette histoire de vie passée et des acquis, des bagages, des talents que l'on récupère de nos vies passées, c'est pas réellement de savoir qui on a été. Est-ce qu'on a été un roi, une reine, une déesse, un prêtre, même si ça peut avoir son importance, mais quoi qu'il arrive, l'idée c'est plutôt de comprendre les expériences passées, les acquis, et les désirs frustrés qui n'ont pas été réalisés. Ça, on peut les voir à travers notamment les planètes qui sont rétrogrades et voir en fait comment tout cela influence la vie aujourd'hui, dans l'instant présent, au moment actuel en fait. Qu'est-ce que je viens vivre dans cette vie-là? Et si vous souhaitez approfondir cette question, eh bien je suis à votre disposition pour vous faire une analyse personnelle de votre thème natal. Quels sont les outils de l'astrologie indienne? Parce qu'une fois on a regardé un petit peu les forces et faiblesses des planètes, qu'on a identifié qu'est-ce que sont les énergies à l'origine de certains blocages et identifié les domaines de la vie qui posent question, qu'est-ce qu'on fait de tout ça? Alors, si l'astrologie indienne existe et qu'elle apporte des éclairages et qu'elle est source de lumière, c'est parce qu'elle permet justement de sortir de ce qui est figé, de se dire qu'au contraire, tout est possible en fait, et on peut donc utiliser des outils pour pouvoir réguler, rééquilibrer certaines énergies planétaires, pour pouvoir connecter à certaines énergies planétaires et se servir de ces énergies-là pour marcher un chemin beaucoup plus fluide et plus serein. Qu'est-ce qu'on va utiliser? On va utiliser les couleurs, par exemple, la chromothérapie. On utilise également les jours de la semaine. Ces jours de la semaine sont en lien avec des planètes. Et les planètes sont en lien avec des organes. Et ça correspond également à des activités. Il y a une énergie particulière. Je vais prendre quelques exemples. La Lune est connectée au jour du lundi. Voilà.
c'est un jour qui va être intéressant parce qu'il va être en lien avec le système digestif et donc ça va être intéressant lorsqu'on souhaite connecter ou rééquilibrer les énergies de la Lune, de se faire soit une petite détox alimentaire ou soit une alimentation beaucoup plus légère parce que ça vous donnera aussi de l'énergie pour entamer la semaine et ça vous permet vraiment de vous mettre dans les meilleures dispositions pour profiter des énergies planétaires de la Lune. Le mardi, c'est la journée qui est connectée à la planète Mars. C'est la planète du feu, la planète de l'action, la planète des énergies vitales. Donc les activités sportives sont bienvenues ce jour-là, les soins énergétiques sont également bienvenus ce jour-là. Voilà, par exemple, quelques exemples. Les arts martiaux aussi, la pratique des arts martiaux, tout ce qui permet aussi de canaliser aussi son énergie sera bienvenu pour équilibrer Mars. Le mercredi, c'est en lien avec Mercure. Comme je l'ai dit, c'est la planète de l'intellect, de la communication. Donc, lorsqu'on doit communiquer avec certaines personnes ou lorsque on doit envoyer un mail ou une communication écrite, c'est intéressant en fait de faire ça le mercredi. Le jeudi, c'est la journée en lien avec Jupiter et notamment donc la journée de la créativité. C'est la journée qui est en lien avec les enfants. Donc toutes les activités créatives, les arts créatifs et les activités avec les enfants aussi vont venir nourrir inconsciemment ou consciemment, si on se connecte vraiment en conscience, à l'énergie de Jupiter. Le vendredi, c'est en lien avec Vénus. Et donc, planète de la beauté, de l'amour, de la sensualité, planète aussi qui reconnecte au corps. Donc, massage, c'est une belle journée pour se faire des massages. C'est une journée aussi pour se relier aux arts de manière générale, à la danse. C'est une super journée pour danser le vendredi. Le samedi, c'est la journée en lien avec Saturne, donc c'est une journée qui est plutôt d'introspection. On tourne plutôt le curseur vers soi, donc méditation, introspection, journaling. Ça, ce sont des activités très saturniennes. Et le dimanche, connecté au soleil, eh bien, c'est la super journée pour faire des promenades à l'extérieur, pour laisser l'énergie du soleil se régénérer et nous ressourcer. On utilise d'autres outils, notamment la mantra-thérapie, thérapie par le son, les vibrations. Donc on sait en fait l'impact du son et les vibrations sur les cellules et sur notre structure énergétique. Et bien pour chaque planète, il y a des mantras en fait qui sont proposés. Il y a également des yantras, c'est de la géométrie sacrée que l'on peut soit porter sur soi, soit mettre chez soi, dans son environnement personnel, dans sa maison, ou on peut aussi mettre dans son sac à main ou autre. Voilà, il y a des géométries qui sont différentes en fonction des énergies planétaires auxquelles on souhaite être connecté. Il y a aussi ce qu'on appelle les karmas. Donc karma, ça veut dire action. Il n'y a pas de notion de bien ou de pas bien, de mauvais ou de juste. Karma, ce sont des actions. Et donc, parmi les actions que l'on peut faire, on peut faire du bénévolat ou des dons. Et en fonction des planètes, eh bien, on fera en fait des dons et des bénévolats qui sont différents. Par exemple, quand c'est la planète Mars, eh bien, tout ce qui connecte à l'énergie du feu, aider justement les pompiers, ou les grands brûlés, ou les victimes de guerre ou de violence, c'est une forme de karma aussi qui peut être protecteur. Voilà un exemple. On a aussi d'autres pratiques, parce que bon, l'astrologie indienne est une astrologie qui va aussi s'intégrer dans les sciences védiques de manière large. Donc l'Ayurveda, le yoga, le Vastu Shastra, c'est la science de l'habitation, de l'environnement, un peu comme le Feng Shui, une science énergétique, l'aromathérapie, la phytothérapie, les élixirs, le travail sur les chakras, etc. etc. Il y a pas mal de disciplines qui peuvent se mettre au service de l'astrologie indienne. Voilà donc pour cette présentation, cette introduction de l'astrologie indienne et du chemin de vie. Pour aller plus loin, eh bien, on peut se voir en séance individuelle, à distance, en visio ou en présentiel dans le Finistère. Pour réaliser un thème, j'ai besoin de la date de naissance complète, de l'heure de naissance exacte, du lieu de naissance, ville et département, et de préciser le domaine
pour lequel vous souhaitez avoir un éclairage. Donc ça peut être soit le dharma, le chemin de vie comme on vient de le voir, ça peut être des questions autour du professionnel, de la sphère sentimentale, du couple. Je peux faire aussi une analyse en fait du thème natal de deux partenaires de vie, donc d'un couple, des deux personnes d'un couple. C'est une analyse qui est combinée, donc il faudra en fait les éléments de naissance des deux personnes et l'accord des deux personnes évidemment. Et on peut aussi faire aussi un thème autour du relationnel. Une séance, un domaine, parce que le temps d'analyse est relativement long. Il y a un temps de préparation qui est assez important, donc c'est important aussi de prendre ça en compte. Pour me joindre, vous avez mon adresse email, vous avez mon site internet, vous avez mes réseaux sociaux. Comme je vous disais, Instagram, Facebook, au cœur de chasse. Ça, c'est pour la partie formation. Et pour la partie astrologie et ensemble des pratiques de sciences védiques, connectez-vous plutôt avec mon nom, prénom, Christelle Benoni. Vous me retrouvez sur Facebook, sur Instagram et sur YouTube. Un grand merci pour votre présence, pour votre écoute et je vous dis à tout bientôt pour de nouvelles aventures sur ma chaîne.